Il est 10h ici à Paris, bienvenue à vous dans la deuxième partie de Parlons-en. Voici les titres de ce mercredi alors que le Proche-Orient retient son souffle dans l'attente d'une éventuelle riposte israélienne à l'attaque iranienne du week-end dernier. La tension est montée ces dernières heures dans le sud Liban. Le Hezbollah annonce la mort de plusieurs combattants dont un de ses commandants dans des frappes imputées à l'État hébreu. Est-ce les prémices d'un embrasement? Question posée. Ce matin, la diplomatie occidentale est en effervescence depuis l'attaque iranienne pour éviter cet embrasement général de la région. Les États-Unis ne veulent pas participer à une riposte israélienne, mais optent pour un renforcement des sanctions contre l'Iran et son régime. Les Iraniens aussi. On fait le point aujourd'hui dans Parlons-en sur ce que l'attaque iranienne de samedi change pour une région du monde sur le feu depuis des mois. Y a-t-il une autre voie que celle de l'escalade après cette offensive inédite, historique de l'État iranien contre le territoire israélien? L'attaque de samedi, largement déjouée, est-elle une défaite militaire ou une victoire symbolique d'un pays qui serre la vis à nouveau autour de sa propre population? C'est Parlons-en. On a beaucoup de choses à se dire et c'est parti. Pour cette discussion aujourd'hui, mes deux invités, bonjour à tous les deux et merci d'être là. Azad Ekian, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 7 Diderot, spécialiste de l'Iran. Jean-Pierre Perrin, vous êtes journaliste indépendant. On vous lit notamment ces jours-ci dans Mediapart et vous êtes co-auteur du roman graphique Femme, vie, liberté avec Marianne Satrapi. Est-on entré, Jean-Pierre Perrin, dans quelque chose de nouveau depuis l'attaque iranienne de samedi sur Israël? Je crois que je connais la réponse, mais comment est-ce que vous le qualifieriez ce moment? Bon, évidemment, je ne vais pas être très original, historique évidemment, puisque jamais il n'y avait eu d'affrontement direct d'État à État entre la République islamique et l'Iran. Donc nous avons franchi effectivement un grand pas dans l'escalade. La guerre de l'ombre qui perdurait depuis une quarantaine d'années est aujourd'hui une guerre ouverte, même si les Iraniens ont dit qu'il ne s'agissait que d'une seule frappe, qu'il n'y en aurait pas d'autre si, évidemment, Israël ne faisait pas de représailles. Donc, nous avons effectivement un pas en avant, un pas historique, une première guerre d'État à État. Et évidemment, maintenant, tout le monde reste suspendu aux possibilités de représailles qui auront sans doute lieu de la part, cette fois, de l'État hébreu. Une guerre multifront, Azad Ekian? On peut s'attendre effectivement à une guerre multi-front parce qu'on a bien vu avec l'attaque israélienne contre le Hezbollah libanais, qui est un groupe de soutien iranien au Liban, mais ça fait partie de la routine, je dirais. Mais on peut aussi s'attendre à une attaque peut-être israélienne contre un certain nombre d'installations militaires iraniennes à voir, parce que même si aujourd'hui les dirigeants de l'ensemble du monde, disons occidental, mais également les voisins de l'Iran, sont en train de tout faire pour empêcher l'embrasement. Mais je pense que les Israéliens aussi se voient contraints quand même de répondre d'une façon ou d'une autre à ces attaques massives qui étaient avant tout une démonstration de force pour le régime islamique d'Iran, même si ils n'ont pas réussi en fait à faire des dégâts contre Israël, mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient aussi informé l'ensemble des voisins de l'Iran, à commencer par l'Irak et la Turquie membre de l'OTAN. Donc tout le monde était au courant. Les drones, il faut le rappeler, ont une vitesse de à peu près 200 km, donc tout le monde les voyait venir, et tout était là aussi pour empêcher que ces missiles et ces drones puissent atteindre Israël. Mais quand même, c'était pour eux une démonstration de force. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut encore aujourd'hui voir dans le discours des dirigeants iraniens, et en particulier des gardiens de la révolution, qui sont à l'origine de ces attaques. Une démonstration de force, Jean-Pierre Perrin, ou un aveu de faiblesse, comme l'ont dit les États-Unis, dans la mesure où le calibrage de l'attaque était écrit pour qu'il soit d'une certaine soigneusement façon préparé, en tout cas, oui, évidemment. Alors je pense que pour le régime, il le dit, mais finalement je me persuade peu à peu qu'il le croit, que c'est une victoire néanmoins, parce qu'ils ont quand même osé franchir un seuil qu'ils n'avaient jamais franchi. Ils y sont allés.
Mais ils alors savaient que très jusqu'à bien présent, vous savez, ils encaissaient. Ce n'est pas la première frappe israélienne contre des dirigeants des Passes d'Aran, même si la personne qu'ils ont tuée, le général Zaidi, était effectivement à un très haut gradé, avec des responsabilités importantes. Mais dans le passé, dans les mois en janvier, en décembre, ils ont également frappé des responsables iraniens de haut vol, et donc il n'y avait pas eu de représailles. Donc cette fois-ci, ils étaient obligés d'agir vis-à-vis de leur population pour ne pas montrer des signes de faiblesse. Donc effectivement, ils ont montré qu'ils avaient une certaine faiblesse, certainement en ripostant, puisqu'ils ont attaqué finalement sous la contrainte, pour ne pas perdre la face. Je crois mais que ils savaient très l'expression... bien que les missiles et les drones allaient être interceptés par la Tout à fait. Mais défense cela dit, israélienne. ne sous-estimons pas quand même l'importance de l'attaque. 350 drones, on ne peut pas exclure que certains drones, surtout qu'il n'y avait pas que des drones, il y avait des missiles de croisière, et la question reste suspendue, y avait-il des missiles supersoniques? Aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Jean-Pierre. Comment? Selon les observateurs militaires, visiblement, il n'y a pas eu de supersonique. Non. Ouais. Mais donc, le missile de croisière est plus à même de franchir le parapluie de protection israélien. Donc, on n'était pas sûr qu'il y ait peu ou pas de dégâts, donc y compris humains. Donc je crois qu'ils ont franchi effectivement un cap, et ils ont montré aussi à tous leurs alliés, leurs mandataires, ce qu'on appelle par commodité du terme les proxies, même si c'est un terme qui recouvre des réalités bien différentes, qu'ils étaient en capacité d'affronter Israël, ce que ces mêmes proxies mandataires alliés demandaient à l'Iran de faire. Il s'agissait de montrer effectivement à Zadekian et aux Houthis du Yémen, qui ont été particulièrement efficaces depuis le 7 octobre, et au Hezbollah libanais, la solidité. Il fallait faire cette démonstration de force auprès d'eux. Bien évidemment, et cette démonstration renforce également, ne l'oublions pas, ces groupes de soutien dont certains sont des proxys, d'autres pas, nécessairement selon la définition qu'on peut donner à ce terme de proxy, parce que par exemple les Houthis de Yémen ne sont pas nécessairement à l'ordre de l'Iran, ils ont leur propre agenda national, mais néanmoins c'est important pour eux de savoir que effectivement les Iraniens ont quand même maintenu, malgré les sanctions, etc., une certaine capacité militaire, et donc ça les renforce, tout comme le Hezbollah libanais, tout comme d'autres groupes de soutien ou de proxy dans la région, y compris d'ailleurs les groupes de Kataib Hezbollah, Hashd al-Sha'b irakien, qui sont très proches de l'Iran. Effectivement, c'était une démonstration de force, mais je dirais aussi qui sert à davantage resserrer l'étau autour de la population contestataire iranienne aussi. Et donc, le régime islamique tente de se renforcer à travers ses moyens militaires, son soutien à ces groupes de proxy ou de soutien dans la région, de se renforcer à l'intérieur, parce que c'est un régime, on le sait, très décrié, très impopulaire. Je voudrais qu'on y revienne sur la pression qui est mise de façon concomitante sur la population et la société civile iranienne. Pour revenir sur l'attaque de samedi dernier, on disait démonstration de force. À son corps défendant, non, au corps défendant du régime iranien, qui depuis des années cultivait cette patience stratégique, cette riposte qu'il ne voulait pas. Et j'imagine que le régime aurait préféré ne pas avoir à riposter, non? Alors, ce qui est important, et on le voit presque tous les jours, c'est que les Iraniens s'efforcent à tout prix d'essayer de séparer les États-Unis d'Israël. Ils veulent peut-être une confrontation avec Israël, et encore, c'est pas certain du tout, mais surtout, ils ne voudraient pas que les États-Unis interviennent dans la bataille. Et c'est pour ça que dès le premier communiqué aux Nations Unies, ils faisaient bien le distinguo en demandant aux Américains de ne surtout pas s'en mêler, ils l'ont répété depuis. Donc la crainte iranienne, c'est d'affronter aussi les États-Unis, parce que là, ils savent qu'ils ne feront vraiment pas le poids, surtout avec la possibilité pour les Américains qui sont présents dans de multiples endroits dans la région, de frapper depuis différents points. Donc ça, c'est fondamental, c'est ce distinguo qu'ils essayent de faire. Et peut-être que lorsqu'ils ont attaqué Israël, donc samedi soir, qu'ils n'avaient peut-être pas envisagé que le soutien américain serait immédiatement aussi fort, parce qu'ils avaient quand même en mémoire toutes les observations, les critiques même assez fermes de Joe Biden à l'égard de Netanyahou. Peut-être, donc ils ont effectivement fait, ils étaient, si vous voulez, ils étaient en droit de répliquer
après l'attaque contre un consulat, effectivement, qu'ils ont considéré comme faisant partie intégrante du territoire iranien. Et donc, c'était une frappe sur leur territoire. Et alors, bon, eux, ils l'ont effectivement étendu à toute la population israélienne, ce qui est aussi différemment. Un point quand même, les dirigeants militaires que les Iraniens que les Israéliens ont frappé étaient là aussi pour attaquer indirectement, certes, l'État hébreu. D'autant que, est-ce que les Iraniens sont en capacité aujourd'hui militaire, je ne sais pas lequel de vous deux est plus habilité à répondre à cette question, mais est-ce qu'ils sont en capacité militaire très concrètement de tenir une confrontation directe aujourd'hui avec Israël ? Non. Et d'ailleurs, ces attaques contre Israël l'ont bien montré. On n'a pas vu de missiles supersoniques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Non, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Il y a de quoi faire, mais pas de nourrir quelque chose de constant et continu. Et d'ailleurs, je vous rappelle que tout de suite après l'attaque, ils ont annoncé, on a fait ce qu'on devait faire, ou ce qu'on avait à faire, et l'affaire est close pour nous. Mais si Israël nous attaque, on sait comment répondre. Donc, effectivement, c'était pour ne pas perdre la face, pour montrer aussi leur puissance. N'oublions pas qu'ils font tout aussi, le régime islamique d'Iran fait tout pour dire qu'il s'agit d'une puissance régionale. Or, une puissance régionale sans une armée et sans la force militaire n'en est pas une. Donc, c'était encore une fois une démonstration de force aussi pour dire aux Israéliens, vous ne pouvez plus continuer à faire ce que vous faites contre nos installations en Syrie ou ailleurs, et attention quand vous attaquez nos groupes de soutien dans la région. Tout ça, c'était plutôt des messages qui ont été envoyés. Alors, ce qui est aussi intéressant, je pense, c'est le rôle très prépondérant joué par les gardiens de la révolution, parce que même si on dit que c'est le guide Khamenei qui a donné en fait l'ordre de ces attaques, mais on sait que derrière, il s'agit là, une fois de plus, d'un pouvoir de plus en plus grand des gardiens de la révolution qui voulaient absolument se venger, en fait, de l'assassinat de leurs 7 commandants à Damas, suite à l'attaque israélienne contre leur consulat. Et d'ailleurs, je voudrais dire que là, récemment, enfin avant-hier, c'est l'ambassadeur de Suisse en Iran qui protège aussi les intérêts américains dans ce pays, qui a été sommé de se présenter, non pas au ministère des Affaires étrangères iranien, mais aux gardiens de la révolution. Donc là, vous voyez bien le pouvoir sans précédent des gardiens de la révolution. Et donc ces attaques sont là aussi pour asseoir davantage l'autorité des gardiens de la révolution iranienne, à la fois en Iran et dans la région. Donc il y a un changement de stratégie, je pense, qu'on peut constater à la fois au niveau interne et régional. Jean-Pierre Perrin, sur les gardiens de la révolution ? Oui, je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, comme Azadeh l'a dit, tout le pouvoir est aux gardiens, et finalement le régime est nu. Le roi est nu, le guide suprême est nu. Je veux dire, sa base s'est érodée. Les réformateurs ou réformistes ne se sont peu manifestés. Juste, peut-être, Rouhani a fait quand même une déclaration de soutien, mais il ne pouvait pas faire autrement. Mais je crois qu'il y a un point important, c'est qu'une guerre coûte très, très cher. Et donc, est-ce que le régime iranien a la capacité de supporter une guerre pendant plusieurs semaines? D'après des informations que j'ai pu avoir, il serait en capacité de mener une guerre importante pendant une 60aine de jours. Donc 60 jours, c'est effectivement 2 mois, mais c'est pas si ça pourrait durer beaucoup plus. Et là, à ce moment-là, le régime n'aurait plus les moyens de faire face et il ne peut pas compter sur son allié russe, qui est un allié effectivement évident. Mais les Russes font payer cash, c'est-à-dire ils ne vont pas donner de l'armement à l'Iran s'ils n'ont pas en échange si l'Iran ne les paye pas. Donc c'est quand même un frein très important à la puissance militaire iranienne. Elle n'a pas d'autres alliés. Ce n'est pas la Chine qui va l'aider militairement. Oui, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que là, à peu près 1 milliard de dollars ont été dépensés pour fabriquer ces drones et missiles qui ont attaqué Israël. Et donc, ça, c'était juste quelques heures disons, une guerre de quelques heures. Alors, imaginez ce que ça donne si l'Iran s'engage dans une guerre de longue durée. D'autant que maintenant, à la fois les Américains et leurs alliés occidentaux sont en train d'imposer
des sanctions contre la vente du pétrole à nouveau. Or, l'Iran n'a pas d'autres revenus que ceux issus de la vente du pétrole. Et d'ailleurs, les Américains sont très mécontents puisque jusque-là, ils avaient détourné, ils faisaient semblant de ne pas regarder parce que les sanctions existent toujours officiellement, mais l'Iran continuait à vendre son pétrole et au dire des dirigeants iraniens, 1,5 million de barils de pétrole par jour étaient vendus essentiellement à la Chine, certes moins cher que le prix du marché, mais ils les vendaient et on sait comment cet argent est utilisé maintenant, c'est-à-dire dans la fabrication de ces missiles, de ces drones, mais en même temps pour maintenir l'armée et surtout les gardiens de la révolution. L'argent n'est pas dépensé pour la population iranienne ou pour leur bien-être. Donc, ni pour le programme nucléaire ? Si, justement, c'est le programme nucléaire et militaire de l'Iran qui profite de la vente de pétrole avant tout le monde. Ensuite, c'est des proxys, des gardiens de la révolution eux-mêmes, bien évidemment, etc. Et là, il a été décidé de comment faire pour amoindrir la capacité militaire de l'Iran en imposant à nouveau des sanctions contre le pétrole iranien, mais cette fois-ci en étant davantage vigilant. Donc, on peut s'attendre à ce que l'Iran à nouveau perde sa capacité de vendre son pétrole et donc d'où le nerf de la guerre ne sera plus là. Absolument, c'est ça qui va se passer et qui va dissuader les Iraniens, en tout cas, de réfléchir à s'engager dans une guerre de grande envergure avec Israël. L'attaque de samedi a surpris, je ne crois pas me tromper en disant ça, beaucoup d'observateurs qui ne s'attendaient pas ni à ce calendrier, ni à cette envergure. Aussi parce qu'on disait que l'Iran était trop préoccupé par son programme nucléaire et l'urgence que représente pour le régime la fabrication de la bombe atomique. Et du coup, se satisfaisait jusque-là de la guerre par bouclier interposé menée par le Hezbollah et les Houthis. La patience stratégique, comme vous l'avez dit. Voilà, et est-ce que du coup ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu ce changement aussi de paradigme. Il y a le programme nucléaire, mais il y a cet autre front. Est-ce que ça change quelque chose pour ce programme nucléaire, sachant qu'on le disait hier matin, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé que dès dimanche, l'Iran a fait fermer ses sites nucléaires, de peur peut-être d'une riposte israélienne sur ces sites. Oui, alors effectivement, le programme nucléaire est très avancé, ça tout le monde le sait. Ça ne veut pas dire qu'ils auront quand même demain la bombe. Entre le moment où vous réalisez, vous avez la capacité nucléaire et le moment où vous la mettez sur des missiles, cette capacité nucléaire, par exemple, il y a tout un tas d'obstacles qu'il faut franchir et qui demandent effectivement beaucoup de temps. Mais ils n'en ont jamais été aussi près. Ils n'en ont jamais été aussi près. Mais ça peut demander encore du temps. Effectivement, c'est la préoccupation numéro 1 actuellement du régime qui pense acheter une immunité éternelle avec l'arme atomique. Et puis, je ne suis pas certain qu'Israël ait les capacités de frapper ces installations nucléaires en profondeur, qui sont quand même, si on prend Natanz par exemple, qui sont enfouies dans des falaises. Plusieurs centaines de mètres. Oui, absolument. Alors, les Américains peuvent le faire. Ils l'ont montré d'ailleurs. Ils ont utilisé une fameuse bombe, là, j'ai oublié son nom, la B300 quelque chose, en Afghanistan une première fois, et qui a montré qu'elle avait une capacité de dévaster des galeries sur des dizaines de kilomètres. Mais les Israéliens ne l'ont pas. Et les Américains ne semblent pas décidés à leur donner ou à l'utiliser eux-mêmes. Donc, ce programme, je ne pense pas qu'il soit menacé à court terme. Non, alors il y a plusieurs entraves. Alors, entraves technologiques, bien évidemment, mais aussi, n'oublions pas que la Russie ne voit absolument pas d'un bon œil la fabrication du bombe atomique par l'Iran. Et je pense que là, c'est au moins, ils l'ont fait comprendre et savoir aux Iraniens d'une part, parce que l'équilibre des rapports de la Chine non plus, bien évidemment, parce que l'équilibre des rapports de force dans la région, pas seulement au Moyen-Orient, sera complètement changé, absolument. Donc, d'une part, d'autre part, il ne faut pas oublier que effectivement les Israéliens, mais ça ne date pas d'aujourd'hui non plus, sont en train aussi de tout faire pour empêcher l'avancement de ce programme nucléaire. Donc, ils ont attaqué, par exemple, avec des attaques informatiques, etc., etc. Et puis, de temps en temps aussi, car on voit, par exemple, des explosions
sans raison valable, inexpliquée en Iran à maintes reprises. Donc, et les assassinats. Et les assassinats des scientifiques du nucléaire iranien. Donc, effectivement, les Israéliens ont d'autres moyens d'empêcher l'Iran d'atteindre la bombe atomique que venir bombarder, par exemple, des sites nucléaires iraniens. Sauf que, on l'a dit, les États-Unis n'appuient pas une éventuelle riposte militaire israélienne sur l'Iran. Ils l'ont répété à de nombreuses reprises et ils optent plutôt, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur les sanctions. On y reviendra dans un instant. Mais si Israël, demain, de façon détournée, pas nécessairement directe sur les sites, mais s'en prend au programme nucléaire, on se rappelle de Benyamin Netanyahou il y a quelques années, tableau devant lui et baguette dans la main qui montrait des photos qui avaient été démontrées après comme étant un peu fumeuse. Mais si Israël ne s'en prend à ce programme, est-ce que d'une certaine façon, d'un point de vue géopolitique, ça n'arrangerait pas beaucoup d'acteurs effectivement de la région? Si, et il y aurait un laisser-faire. Bien sûr. Alors, juste un point quand même, parce que mentionnait Netanyahou et l'Iran. Netanyahou a construit toute sa carrière sur l'Iran, en disant « je serai celui qui va freiner l'Iran, qui va casser son programme nucléaire ». Et on s'aperçoit qu'après X années au pouvoir, eh bien, le programme nucléaire, avec Netanyahou dans le pays ennemi, eh bien, n'a jamais été aussi achevé, en voie d'être achevé, du moins. Et en ça, l'épisode de samedi soir le fragilise aussi. Voilà, et donc, quel échec. En plus, il n'a jamais été capable de proposer une véritable politique à l'égard de l'Iran. Il a toujours été dans la réaction. Il n'a jamais proposé ni une main tendue, ni un programme ou un projet permettant de contrer véritablement l'Iran. Donc l'attaque de samedi soir est aussi sa défaite. Mais je crois que les Israéliens le voient autrement. Ils voient au contraire exactement le contraire. Bon, quant à dire est-ce que les Américains pourraient se laisser entraîner... Pardon, c'est l'établissement, les états-majors israéliens, pas nécessairement la société. Oui, bien sûr, l'établissement, bien sûr. Oui, quant à dire si les Américains se laisseraient attrapés dans la guerre, oui, ça c'est fort possible, dès lors qu'ils estiment que l'État hébreu est menacé, là, effectivement, ils interviendront. Azadekian ? Oui, tout à fait, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a d'autres moyens de dissuasion à l'œuvre pour le moment, mais je voudrais aussi dire que les Iraniens, parce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que les Iraniens, enfin le régime islamique d'Iran a gagné des suites de cette attaque, démonstration de force, ça on l'a dit, mais également une popularité en augmentation dans le monde arabe et en particulier parmi les Palestiniens et même les Palestiniens de la Jordanie, puisque la Jordanie aussi a aidé Israël à intercepter la Jordanie étant le pays qui accueille le plus de réfugiés palestiniens et même la reine Rania est elle-même d'origine palestinienne et pourtant voilà c'est ça aussi qui profite à l'Iran. Je veux dire que ces attaques n'avaient pas seulement une visée militaire à mon sens, mais aussi de dire nous sommes le seul régime de la région et dans le monde à réellement soutenir la cause palestinienne et la cause arabe contre Israël, etc. Et là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné au détriment de qui? Au détriment de la population iranienne qui n'en veut absolument pas de guerre et qui n'a pas soutenu, on l'a vu, le régime. Et les gens sont vraiment très, très inquiets des suites que Israël est susceptible de donner à ces attaques. L'Iran, plus que jamais, Jean-Pierre Perrin, incarne aujourd'hui ce front de résistance palestinien ? Oui, avec les Houthis, mais les Houthis ne pèsent rien, ou pas grand-chose. Donc, effectivement... Enfin, ils ont pesé ces derniers mois avec des actions coup de poing. Ils ont fait parler d'eux. Sacrément ralenti le commerce mondial. Ils ont fait parler d'eux. Ce qui était leur but, c'était d'internationaliser aussi leur conflit. Et pas nécessairement de bien se faire voir auprès de l'allié iranien ? Ah si, bien sûr. Alors bon, je pense qu'ils ont un agenda personnel qui est le conflit inter-yéménite et leur conflit avec l'Arabie Saoudite, même s'il est en pause actuellement, mais aussi effectivement, ils sont aussi alliés. Je ne dirais pas que ce sont des proxys, je dirais plutôt que ce sont des alliés de circonstance avec Téhéran. Donc effectivement, mais l'Iran est aujourd'hui le seul champion de la cause palestinienne, puisque même du côté irakien, c'est quand même beaucoup plus nuancé, mesuré. En tout cas, le régime de Bagdad
qui est un régime quand même assez vacillant, laisse faire les milices, mais il ne prend pas, lui, de position franchement hostile à l'égard d'Israël, même s'il, effectivement, il se proclame aussi, lui aussi, aux côtés de la population palestinienne. Si on dézoome un peu et qu'on essaie de regarder les réactions des pays voisins de l'Iran depuis l'attaque de samedi, je pense voisins, disons, dans la région, je pense à la Jordanie notamment, il s'est passé des choses aussi depuis samedi. Il s'est passé, mais la Jordanie n'est pas le voisin de l'Iran, c'est le voisin d'Israël plutôt. Non, bien sûr, non, mais si vous regardez, moi région, je pense que ce qui se passe en Turquie est beaucoup plus intéressant parce que la Turquie, c'est une grande puissance aussi régionale, c'est un grand pays et ce qu'on a pu voir, c'est que effectivement, non seulement les autorités turques ont mis du temps avant de réagir, mais bien évidemment, leur position est très très mesurée. Mais en même temps, si vous regardez les débats très intéressants dans les médias turcs par rapport à ce qui s'est passé, c'est quand même intéressant. Il y en a qui donnent raison à l'Iran pour avoir réagi par rapport à l'attaque israélienne contre son consulat, d'autres qui disent c'était un peu démesuré, etc. Mais en tout cas, il y a un consensus pour dire donc ils ont malgré tout cette capacité-là. Et la Turquie joue maintenant un rôle d'intermédiaire pour dissuader l'Iran d'aller plus loin, etc. Et Israël, parce que la Turquie aussi parle aux deux dirigeants. Maintenant, pour la Jordanie, bien évidemment, c'est la question est vraiment... vous savez que la Jordanie a beaucoup profité de sa situation d'apaisement, on va dire, avec Israël au plan économique, mais aussi au plan politique, c'est-à-dire que le roi Abdallah s'est renforcé et donc ils ne veulent pas effectivement rentrer dans une guerre quelconque contre Israël, n'a absolument aucun intérêt, tout en continuant à soutenir la population palestinienne de Gaza et aussi les réfugiés palestiniens à l'intérieur de la Jordanie. Donc, alors garder ou maintenir cet équilibre est absolument très très difficile. On le voit effectivement, mais là, il peut aussi compter sur le soutien des États-Unis. Je pense le roi Abdallah et aussi l'ensemble des pays arabes de la région. Ce qui est intéressant, c'est le soutien des pays d'Asie du Sud-Est, en particulier pays musulmans comme Malaisie par exemple, qui ont soutenu l'Iran en disant les Iraniens avaient raison, leur territoire a été attaqué par Israël, donc d'où la riposte est vraiment très justifiée, etc. Ils sont très éloignés, si vous voulez, du Moyen-Orient, ne sont pas nécessairement directement impliqués, mais voilà, c'est par rapport à cette question palestinienne, je veux dire. 10h30, la deuxième partie de cette discussion. On fait le point aujourd'hui sur ce que l'attaque iranienne de samedi contre Israël change pour une région du monde sur le feu depuis plusieurs mois. Y a-t-il une autre voie que celle de l'embrasement après cette offensive inédite? Conséquence immédiate d'une diplomatie tous azimuts, ce sont ces nouvelles sanctions annoncées par les États-Unis et les Européens. On fait le point en images et on en parle après avec mes invités. Après les attaques iraniennes contre Israël ce week-end, la riposte des États-Unis sera économique. Je m'attends à ce que nous prenions des sanctions supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours. L'attaque de l'Iran et de ses alliés renforce l'importance du travail du Trésor pour utiliser nos outils économiques afin de contrer l'activité malveillante de l'Iran. Depuis les années 1980, l'Iran est déjà l'un des pays les plus sanctionnés du monde. Embargo sur les importations de pétrole, gel des avoirs de la Banque centrale, des principales banques et de membres du régime, embargo sur les armes. Pourtant, malgré ces sanctions, le régime iranien arrive toujours à entretenir un réseau de milices affiliées ou alliées dans la région. Hezbollah au Liban et en Syrie, coalition Hachd-al-Sha'bi en Irak, Houthi au Yémen, Hamas dans la bande de Gaza et à produire des missiles et des drones lancés pour la première fois depuis l'Iran directement contre le territoire israélien ce week-end. L'Union européenne est sur la même ligne que Washington. L'idée est d'élargir le régime de sanctions existant contre les drones liés à l'Iran et à la Russie, afin d'inclure la possibilité de sanctions pour la fourniture de missiles et pas seulement des drones.
Mais les drones iraniens restent utilisés en nombre par la Russie contre l'Ukraine. Ici, un Shahed 136 retrouvé dans la région de Dnipro en février. Plus que le régime iranien, les sanctions sont accusées d'affecter avant tout la population iranienne. Et on poursuit cette discussion avec vous, Azadeh Kian. Rebonjour. Merci encore d'être là, professeur de sciences politiques. Paris Cité, parmi vos dernières publications, Femmes, pouvoir en islam, c'est sorti chez Michelon. Jean-Pierre Perrin, journaliste, co-auteur notamment du roman graphique Femmes, vie, liberté, publié aux éditions de l'Iconoclaste. On vous lit ces jours-ci, notamment dans Mediapart. Ces sanctions dont on parlait à l'instant, Azadeh Kian, et donc brandies comme menace, comme riposte après l'attaque de samedi et par les États-Unis et par l'Union européenne. Elles sont aussi vieilles que la révolution islamique en Iran. Est-ce qu'elles ont servi à autre chose depuis 45 ans qu'à, malgré elles, affaiblir la population ? Tout à fait, on le voit d'ailleurs, puisque depuis 1984, l'Iran est sous embargo états-unien, et puis après ça a été renforcé, et puis surtout avec la sortie de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire, on a bien vu que les sanctions états-uniennes contre la vente de pétrole iranien s'étaient renforcées, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a la Chine qui est acheteur principal du pétrole iranien, qui n'a pas nécessairement obéi à n'a pas respecté, je veux dire, ces sanctions, et qui continue à acheter le pétrole iranien. Et le pétrole iranien est aussi vendu à d'autres pays par des moyens détournés. Et ça, c'est au vu, tout le monde est au courant, si vous voulez, c'est un peu comme le lancement des missiles et des drones iraniens récemment. Tout le monde est au courant, sauf que les États-Unis détournaient en fait leur regard, et aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils savent pertinemment que l'argent du pétrole iranien, les revenus pétroliers, sont dépensés pour fabrication des missiles ou, comme on l'a dit, programme nucléaire et aide surtout au soutien de l'Iran dans la région et au renforcement des gardiens de la révolution. Mais moi, je doute que ces nouvelles sanctions puissent être efficaces parce qu'il y a toujours des pays qui demandent en fait à acheter le pétrole iranien, et que de toute façon, on l'a vu, ces sanctions ont été vraiment largement au détriment de la société civile iranienne. Ces sanctions ont appauvri les classes moyennes iraniennes et pas le régime, parce que le régime trouve toujours des moyens, encore une fois, de détourner les sanctions et de vendre son pétrole. Je doute l'efficacité de ces nouvelles séries de sanctions, mais en même temps, la communauté internationale, les Européens, les États-Unis n'ont pas d'autres moyens. C'est ça la question, Jean-Pierre Perrin. Est-ce qu'il y a autre chose dans le portefeuille ? Le seul chiffre du régime, je ne dis pas qu'il est vrai, mais enfin, du moins, il donne une base. Ils estiment qu'il y a 1500 sanctions, 1500, qui ont été prises contre lui. Ce qui est absolument énorme. Je ne vois pas ce qu'on peut rajouter comme d'autres sanctions. En revanche, effectivement, on peut les rendre effectivement plus efficaces. Et puis, alors, un point important, c'est que si on regarde bien la géographie de l'Iran, c'est qu'il a une dizaine ou une douzaine de frontières avec des pays différents. Donc, plus vous avez de pays qui vous entourent, plus la contrebande est facilitée. Donc, elle a un atout géographique, géopolitique de ce point de vue-là. Donc, les nouvelles sanctions, non, je pense que ça sera quand même, ça jouera à la marge. Maintenant, il reste à l'appliquer, et là, ça ne sera pas facile du tout. Mais je veux dire, juste, je vais ajouter à ça qu'il y a d'autres moyens aussi, plutôt diplomatiques, pour faire pression sur le régime islamique d'Iran, cette fois-ci pas seulement concernant les aspects militaires ou nucléaires, mais aussi pour les faire respecter ce qu'on appelle communément les droits humains dans le pays. C'est par exemple de boycotter les dirigeants iraniens. Ils sont invités partout, en Europe, aux États-Unis, etc. Et là, je pense que l'une des mesures plus ou moins efficaces diplomatiquement, au moins que l'Europe et les États-Unis peuvent prendre, ceux qui prétendent être des régimes démocratiques, c'est de boycotter ces dirigeants iraniens. D'autant que cette région sur le feu, cet embrasement alimenté d'un côté et de l'autre, de façon concomitante en Iran, on le disait tout à l'heure, le régime opère là depuis quelques semaines un durcissement.
comment expliquer que ce double durcissement et à l'extérieur et à l'intérieur? Quand je vous dis que c'est un changement de stratégie, effectivement, parce qu'ils se savent très impopulaires en Iran, ça, c'est même les élections récentes l'ont bien démontré. Il y a une résistance très importante en Iran contre le régime. Pardon, pour dire les choses clairement, aujourd'hui, il y a plus d'Iraniens qui sont hostiles au régime que d'Iraniens pro-régime. Absolument. Les Iraniens pro-régime, on les voit, ils n'arrivent même plus à réellement organiser des manifestations en leur soutien. L'autre soir, après leur attaque, il y a eu quelques centaines de miliciens pro-régime dans les rues de Téhéran. Oui, pas de manifestation de C'est joie pas comme on l'a la entendu liesse de populaire, Sibéria, non. ouais. En revanche, les gens étaient vraiment inquiets de la riposte israélienne contre l'Iran et qui était absolument inquiet, continue d'ailleurs à l'être. Non, le régime a perdu, ça depuis longtemps, sa popularité, mais en même temps, si vous voulez, resserrer l'étau autour de la population. Et vous savez que plusieurs journaux ont été interdits, ont été suspendus. Oui, avec le prétexte du soutien à Israël pour museler encore un peu plus Absolument, la parce qu'il y a population. un journal très, très, très connu qui s'appelle Le Monde de l'Industrie qui avait titré ces attaques contre Israël n'ont pas atteint Israël, mais ont atteint la bourse de Téhéran. Le prix des devises a énormément augmenté, etc. Tout ça au détriment de l'économie iranienne. Et tout de suite, le journal a été suspendu. 2 journalistes ont été accusés d'espionnage pour Israël. Et toutes les populations, y compris les femmes qui refusent de porter le voile, sont maintenant accusés d'être des espions israéliens. On en est là. Et raison pour laquelle je pense que les mesures qui seront entreprises par les démocraties doivent aussi viser les questions de droits humains en Iran, pas seulement la question de drones ou missiles ou le nucléaire iranien. On peut se demander, Jean-Pierre Perrin, si plus la menace se fait forte ou en tout cas présentée comme telle par le régime islamique, en plus, si ça ne galvanise encore pas un peu plus le nationalisme iranien. Alors, le nationalisme des dirigeants iraniens, plutôt. Bien sûr, des dirigeants, du régime, bien sûr. La population est effectivement nationaliste, mais elle a pris peu à peu ses distances avec ce nationalisme-là. Oui, ce que disait Azadeh, je peux le corroborer avec le fait que le jour ou le lendemain des frappes, eh bien, on a suspendu l'annonce du cours du Touman, la monnaie iranienne, par rapport au dollar. C'est-à-dire, il n'y avait plus de cours. Il fallait se référer au cours des jours précédents, ce qui est quand même un signe assez inquiétant pour une économie, puisque l'économie iranienne est beaucoup fondée sur le transfert de devises. Et puis, votre question, excusez-moi. Non, c'était de savoir si le régime iranien n'allait pas se sentir galvanisé par ces menaces qu'il dit être pas de son fait, sachant qu'on rappelle que l'Iran appelle à la dissolution. Mais on le sent inquiet. On le sent inquiet dans ses déclarations. On voit celui qui manifeste cette inquiétude, c'est le ministre des Affaires étrangères. Je ne dis pas qu'il a beaucoup de pouvoir, mais au moins il donne un aperçu de ce qui peut traverser l'esprit du régime. Et lui, il essaie quand même de freiner, de faire des positions modérées à l'encontre des déclarations des gardiens de la Révolution. Et puis même, il y a quand même une insistance en disant on a frappé une fois, on ne refrappera pas 2 fois, sauf si évidemment Israël exerce sa vengeance. Mais ce serrage de vis excusez-moi l'expression, mais sur la population, c'est le signe d'un régime qui a peur. Qui a peur, absolument. C'est un régime qui a peur. C'est un régime qui déjà avait peur de sa population parce que la répression ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on constate que s'ils attaquent, par exemple, l'ennemi israélien, il fallait au moins essayer d'obtenir le soutien de la population iranienne. Or, ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas ce soutien-là. Vous savez, pendant la guerre Iran-Irak, l'Iran a été envahi par l'armée irakienne. Et là, il y a eu effectivement un élan de nationalisme ou de patriotisme plutôt que nationalisme de la part des Iraniens. Aujourd'hui, on n'en est plus là, on n'en est pas là, parce que aujourd'hui, c'est l'Iran qui a attaqué Israël quelque part, et donc le régime est très décrié, très impopulaire. C'est un régime corrompu. Il ne faut pas oublier, en ce moment, par exemple, vous savez, le scandale de l'imam de prière de vendredi de Téhéran, un proche du guide, qui est complètement, qui est un corrompu de premier ordre, par exemple. Donc, il n'y a absolument, même moi, j'écoute sur les réseaux sociaux, par exemple, des religieux, des ayatollahs
ou d'autres religieux qui sont très, très critiques par rapport aussi au régime et par rapport à la façon dont ce régime n'écoute absolument pas sa propre population. Il y a effectivement quelques personnes au pouvoir qui veulent décider pour 85 millions de population. Donc les dirigeants iraniens sont très inquiets, raison pour laquelle ils disent, bon, on a montré notre force, mais maintenant, on ne veut plus rien faire. Et quelque part, demander aux Américains d'empêcher les Israéliens de riposter. C'est ça qui se passe. Puis, pour revenir à ce qu'on disait au début, les canaux de négociation avec les Américains n'ont jamais été fermés. Même pendant Trump, ils continuaient quand même à négocier et ces négociations, on le sait, continuent. Donc, tandis qu'avec Israël, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de canaux de négociation, etc. Donc, en fait, raison pour laquelle... pendant la guerre Iran-Irak. Iran-Irak, et ce n'était pas des négociations, c'était les Israéliens qui ont attaqué aux Irak, l'installation nucléaire irakienne pour se protéger, pas pour protéger l'Iran, si vous voulez. Mais voilà, donc on en est là et ils comptent, je veux dire, les dirigeants iraniens comptent plutôt sur les Russes, les Chinois et les Américains pour les protéger plutôt que sur leur propre population. Donc le nationalisme, non. Il y a pas, les Iraniens ne vont pas soutenir le régime. On imagine une jeune habitante de Téhéran qui aujourd'hui se bat pour essayer de ne pas porter son voile. On imagine bien qu'elle n'est pas ça, hein. Qui n'est pas, c'est pas seulement pour ne pas. Mais on imagine qu'elle n'est pas évidemment pour un conflit. Non, il ne faut pas tout réduire à la question du voile non plus. C'est-à-dire que les Iraniens, les jeunes, surtout la jeune génération, c'est une génération qui est très ouverte sur le monde, y compris dans les couches populaires. Et donc, ce sont les gens qui savent qu'ailleurs, il y a la liberté, qu'ailleurs, il y a la démocratie. Et eux, ils veulent avoir la séparation entre la religion et l'État. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une revendication très importante au sein de la population sunnite comme chiite en Iran. Donc non, ça va au-delà. Et qui ne veut pas revivre une guerre par extension, évidemment, absolument avec Israël. Voilà. Qui a la clé aujourd'hui, Jean-Pierre Je crois qu'en plus que la population n'a pas peur d'Israël. Elle a peur de la guerre en général, comme toute population au monde. Ils ont peur d'une guerre, effectivement, ce qui est tout à fait légitime. Mais je ne crois pas qu'Israël n'ait peur d'Israël. Ils ont eu peur de l'Irak, par exemple, où ils ont peur peut-être d'autres voisins, mais pas... Parce que les appels à la destruction de l'État d'Israël au sein de la... Oui, ça tombe à plat dans la population. Ils savent que Israël ne va pas les envahir, par exemple. Oui. Bon, c'est pas possible. Donc, effectivement, on a quand même un régime qui est... Le guide suprême est nu. Je veux dire, il est avec son cénacle, ses 5000 conseillers de son bureau, qui sont vraiment l'organisme aujourd'hui exécutif qui a pris le pas sur à la fois le gouvernement et le Parlement. Évidemment, les cercles des gardiens de la Révolution, le Conseil suprême de sécurité nationale, mais on a un gouvernement qui s'est concentré, et ça avant même les frappes, depuis les élections notamment, on a un gouvernement qui sont législatives du mois dernier, donc qui s'est concentré sur un noyau extrêmement dur, qui est pourtant lui-même fissuré avec des divisions dont on a du mal à comprendre ici. On a l'impression, si vous voulez, quand on regarde ce régime, moi j'ai l'impression que ce régime est en train de s'effondrer de l'intérieur. Donc ils n'ont même pas besoin d'une attaque, d'une riposte israélienne. Un roi qui a peur, un régime qui a peur, et c'est rarement dans ces cas-là qu'on prend les bonnes décisions. Merci infiniment à tous les deux d'être venus ce matin dans Parlons-en, Azad Ekian et Jean-Pierre Perrin. Merci beaucoup pour cette discussion.